Bienvenue dans l'histoire réelle des croisades. Aujourd'hui, nous dressons le portrait du roi Jacques Ier d'Aragon, le Conquérant. Il est né en 1208 et a régné de 1213 à 1276, ce qui fait de lui l'un des souverains ayant régné le plus longtemps de l'histoire. À sa naissance, le jeune Jacques fut porté à l'église Notre-Dame de Montpellier. Jacques nous raconte qu'il fut porté au seuil juste au moment où les moines commencèrent à chanter Te Deum Laudemus, et cela fut considéré comme un signe de la faveur de Dieu envers l'enfant. Jacques monta sur le trône alors qu'il était encore enfant. Il grandit à Monzon où il était sous la garde de Guillaume de Montredon, le maître des Templiers en Espagne et en Provence en France. Ceci marqua le début d'une longue association entre Jacques et les Templiers qui participeraient aux croisades de Jacques à travers la péninsule ibérique. Dès le début de son règne, Jacques manifesta un vif intérêt pour les croisades qu'il jugeait précieuses tant pour leurs bienfaits spirituels que comme défense de la chrétienté. Le pape Grégoire IX décrivit Jacques comme étant entièrement déterminé à poursuivre la guerre contre les païens afin que, une fois leur infidélité éradiquée de la terre, la foi du Christ puisse se répandre. Dans son autobiographie, Jacques souligne que les gains temporels de ses conquêtes sont secondaires par rapport à ses idéaux supérieurs. Sans surprise, Jacques admirait profondément le pape Innocent III qu'il décrivait comme le meilleur pape, un homme très instruit dans les matières qu'un pape doit connaître, ainsi que dans les sciences séculières. Jacques a commencé sa carrière de conquérant en menant une croisade contre l'île de Majorque, alors tenue par les Maures. Les chevaliers de Jacques ont balayé les défenses musulmanes, s'emparant de l'île assez rapidement. Les îles Baléares restantes sont tombées tout aussi rapidement, car les Arabes étaient tout simplement incapables de résister à la puissance militaire du roi d'Aragon. Après ces victoires, Jacques chassait un jour de 1232 avec le maître de l'hôpital, lorsque les deux commencèrent à discuter de la conquête de Valence. Peu de temps après, Jacques partit avec son armée pour chasser les musulmans de ce qui était alors connu sous le nom de Royaume de Valence. Après la chute de nombreuses villes et châteaux musulmans, la Grande Croisade culmina en 1238 avec la prise de la magnifique ville de Valence elle-même, longtemps chérie par les Arabes comme un centre florissant de leur culture. Voyant sa bannière hissée sur les remparts, Jacques Ier s'exclama : « Nous sommes descendus de notre cheval et nous nous sommes tournés vers l'est, et des larmes sont tombées d'un homme de nos yeux, et nous avons embrassé le sol à cause de la grande faveur que Dieu nous avait accordée. » Les victoires de Jacques à Valence ont solidifié sa réputation dans toute la chrétienté latine en tant que grand croisé. Le roi Louis IX envoya en fait à cette époque à Jacques une épine provenant de la relique de la couronne d'épines du Christ. Jacques a soutenu l'université de Montpellier, dont le développement résulte en grande partie de son financement et de son attention. Il supervisa également la construction de la magnifique cathédrale de Laïda, qui mêlait les styles gothiques et romans, trahissant très peu d'influence arabe. L'autobiographie de Jacques révèle également qu'il possédait lui-même des connaissances en médecine. Lors de la campagne du Nord contre les territoires valencians, Jacques s'occupa personnellement d'un chevalier blessé par une flèche. Et nous avons dit : « Faisons venir de la charpie du camp et retirons la flèche. » Et c'est tout ce que nous avons fait. Et nous avons nous-mêmes retiré la flèche, puis nous avons mis de la charpie imbibée d'eau sur la blessure, et nous avons fait bander la plaie avec un morceau de la chemise d'un écuyer. Et lorsque la blessure fut bandée, nous lui avons demandé de retourner au camp. Et nous lui avons dit que nous prendrions la relève là-bas, et que nous l'excusions de tout service jusqu'à ce qu'il aille mieux. Un autre épisode notable de la chronique de Jacques, marquant surtout pour un lecteur moderne, s'est produit pendant le siège de Valence. Ainsi, nous sommes allés à Boréana, et lorsque le moment fut venu où nous voulions lever le camp, une hirondelle avait fait son nid sur le mât de notre tente. Et nous avons ordonné à nos hommes de ne pas démonter la tente jusqu'à ce qu'elle et ses petits soient en partie, puisqu'elle nous avait fait confiance. Ceci est un exemple du code chevaleresque qui a prospéré dans la culture latine du Haut Moyen Âge,
où les chevaliers s'efforçaient de respecter et de protéger les faibles. Jacques Ier d'Aragon était dévoué à sa reine Yolande de Hongrie. Son autobiographie montre clairement qu'il l'aimait profondément et la respectait en tant que conseillère. Il voulait qu'elle l'accompagne au camp durant les guerres contre Valence. Jacques précise dans un épisode qu'il s'efforçait de la réconforter et de lui faire plaisir pour qu'elle soit heureuse de l'avoir accompagnée aux frontières pendant la guerre. Lors de ses négociations avec le souverain musulman de Valence, Jacques demandait fréquemment conseil à Violante. Lorsqu'il rencontrait l'administrateur de Valence, Ali al-Baka, Jacques insistait pour que personne d'autre ne soit présent à part son épouse. Jacques Ier d'Aragon est l'une des figures les plus remarquables de l'histoire des croisades. Pour plus d'informations sur sa vie, je vous suggère de lire la nouvelle traduction de son Livre dels Fets, publié par Ashgat Publishing sous le titre Le Livre des Faits de Jacques Ier d'Aragon. De plus, le livre Reconquête et croisades dans l'Espagne médiévale de Joseph O'Callaghan contient des informations intéressantes sur les croisades de Jacques.